on va dire en l'espace de deux décennies, qui ont été un petit peu le chemin du numérique en santé dans le monde sanitaire, le secteur social et médico-social ont pris un retard, le secteur a pris un retard absolument considérable, c'est tout à fait exact en matière de numérisation, et surtout, en effet, en comparaison des établissements de santé, et plus largement, peut-être également sur l'ensemble des secteurs d'activité. Hein, finalement, parce que beaucoup de secteurs d'activité ont avancé d'ailleurs beaucoup plus vite que le sanitaire se retrouve un petit peu à l'arrière, et alors le médico-social est vraiment, en effet, hein, assez loin. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retard accumulé par le secteur. Il est évident que, au regard d'environ 3000 établissements de santé, avoir près de 42 000 établissements et services médico-sociaux, on n'est pas dans le même monde déjà, hein, on est en termes de taille. D'accord. Et pour ne rien arranger en plus, c'est une myriade de structures et d'intervenants donc, qui génèrent une complexité pour le déploiement du numérique. Donc, voilà, donc déjà, il y a une problématique de nombre. Ensuite, il y a également des missions. Les missions des établissements et services médico-sociaux ne sont pas les mêmes que celles du sanitaire. Elles diffèrent. Donc, ça nécessite des outils, des approches qui sont spécifiques pour répondre à ce type de public. Donc, il était un petit peu difficile, si vous voulez, comme dit l'expression populaire, qui trop embrasse mal étreint, de tout embrasser. Il valait mieux, en effet, le faire peut-être étape par étape, ce qui a un petit peu été fait. Et puis, il y a un point qui est historique, c'est le cloisonnement entre les deux secteurs. Ça a été entretenu de chaque côté de manière avec beaucoup d'acuité, en effet, pendant très longtemps, les acteurs, que ce soit au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local, quel que soit le niveau, ont fonctionné en silo, soins de ville, soins hospitaliers, accompagnement médico-sociaux, chacun considérant qu'ils voilà, ils avaient un métier un peu spécifique. Mais on arrive avec une chronicisation actuelle des maladies, actuelles et futures d'ailleurs, qui exige bien entendu une révision complète de ces modes de prise en charge et donc de passer d'un parcours qu'on appelait de soins finalement, il y a quelques années encore, le cure en anglais, à des parcours de santé qui sont plutôt le care, qui là est beaucoup plus transversal, voire même des parcours de vie, hein, qui impliquent là l'ensemble de la chaîne. Et puis il y a également un point important qu'on doit reconnaître, c'est que les établissements ont des autofinancements dans le secteur médico-social qui sont très serrés. Les budgets de ces établissements et services, c'est encore plus compliqué, comment dire, à part ceux, bien entendu, qui font partie des organismes gestionnaires, hein, donc que ce soit associations, fondations ou autres secteurs, grands groupes privés lucratifs, à part ces grandes structures-là, ben, les autres ont des budgets très serrés. Et donc, quand on voit déjà la difficulté que l'on a dans les établissements de santé sur des charges de fonctionnement, si vous voulez, qui comment dire, dans le domaine du numérique en santé, qui sont de l'ordre de 3%, dans le médico-social, on est à 0,3, 0,5. Voyez. Donc, c'est encore plus difficile. Et là, il y a eu, par rapport à ça, il faut le reconnaître, un sous-investissement de la puissance publique dans le secteur médico-social. Avant, bien entendu, les 3 à 5 dernières années. Et le cloisonnement qu'on avait entre sanitaire et médico-social a longtemps entraîné un manque de soutien, finalement, un peu de financier de l'État pour le développement du numérique dans le secteur médico-social. Et on s'en est aperçu de manière très criante au moment de la crise du Covid, où là, on s'est aperçu qu'en effet, il y avait un gros problème dans le secteur. Enfin, pour terminer, je dirais 2 points. Le manque de compétences numériques dans ce secteur-là, ben parce on n'a pas les moyens, donc on n'a pas les gens, tout simplement. Donc, ben on l'a vu, on le verra, besoin peut-être de s'entraider entre établissements, parce que tout seul, ben, un CHU ou un CH ou une clinique privée va avoir des DSI, des directeurs de soins, des directeurs de systèmes d'information ou des SN, peu importe comment on l'appelle, système numérique, dans leur propre structure. Il est évident que sur les 42 000 structures, vous savez, c'est impossible, absolument impossible. Donc on a un problème de manque de compétences. Et enfin, un sujet qui est un peu sensible, mais il faut le dire, c'est les réticences culturelles, un manque de sensibilisation, de résistance au changement.
Et là, pendant longtemps, ben, le secteur soulignait, ben voilà, on s'occupe d'abord de la prise en charge des résidents avant de penser au numérique. Voilà pourquoi notre ouvrage, pour répondre à la question, Sandra, porte un regard optimiste sur le déploiement. Ben pourquoi? Ben parce qu'en fait, tout ou partie de ces blocages, en l'espace de ces 3 dernières années, ont été en grande partie dégoupillés. Et donc, on se trouve maintenant avec une, je dirais pas une autoroute, mais en tout cas déjà une belle route nationale, que sais-je, voire départementale, sur laquelle voilà, on peut avancer avec un soutien, là, par contre, en effet institutionnel, à l'intérieur sur un sujet sur lequel on reviendra probablement, qui est le programme national du SMS numérique, où là, les acteurs, eh bien, se sont rendus compte que c'était le moment ou jamais d'y aller et qu'il ne fallait pas laisser passer, en effet, le train. Et petit à petit, toutes les réticences qu'on a vues à l'instant et autres résistances ont été levées. Oui, effectivement, le numérique permet de faire de sortir de ces silos, non seulement entre le secteur médico-social et le sanitaire, notamment en cas de départ d'un résident aux urgences via le DLU, dossier de liaison d'urgence. Voilà, développer cette version numérique du DLU permet de créer des ponts avec le sanitaire, mais même au sein de la structure, le numérique, et on le verra plus en détail via le DUI, permet à toutes les parties prenantes, et elles sont extrêmement nombreuses dans le secteur médico-social, d'avoir un outil commun, un langage commun, des espaces de dialogue commun pour, euh, pour retirer ces silos qui existaient en fait au sein même des structures auparavant. Alors effectivement, le début du parcours, ces outils numériques, c'est la gestion de la liste d'attente. Que ce soit dans des services ou des établissements médico-sociaux. Donc, cette gestion des listes d'attente n'est pas forcément gérée par les DUI. Euh, L'outil le plus emblématique qui est développé désormais à l'échelle nationale est Via Trajectoire, qui est une plateforme qui permet notamment de gérer ces listes d'attente. Euh, qui est plutôt travaillé dans le secteur des EHPAD. C'est un outil qui a la vertu d'être très pratique pour les familles qui peuvent désormais envoyer un dossier à plusieurs structures simultanément, un même dossier numérique. Ce dossier qui a pu être numériquement rempli par le médecin traitant, par l'éventuel hôpital dans lequel se trouve la personne âgée. Donc, ça, c'est un vrai changement en termes d'usage par rapport aux pratiques qui ont perduré avec le dossier papier. Chaque EHPAD a son dossier papier. Enfin bref, une complexité administrative dont les familles se passeraient bien dans des moments qui ne sont pas forcément évidents. Donc, gestion des listes d'attente. Il y a également des éditeurs privés qui développent des outils qui, qui fonctionnent très bien en gestion de liste d'attente. Ensuite, ces outils s'interfacent en théorie avec le fameux DUI qui est pour le coup le cœur numérique de la structure médico-sociale. C'est le cœur numérique parce que il a plusieurs volets, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui permet de retirer un peu les silos au sein de la structure, puisque les différents acteurs, que ce soit les salariés ou les personnes externes qui interagissent avec l'établissement, peuvent intégrer des informations. Donc, dans ce DUI, ça recouvre à la fois un volet administratif, un volet médical dans lequel toutes les analyses sanguines, les comptes rendus d'hospitalisation sont agrégés, un volet soins, le plan de soins infirmiers, par exemple, est intégré pour savoir à quelle heure doivent être pris
des traitements. Il y a également le volet, alors j'ai parlé de traitement, donc le volet qui a trait à la prise en charge médicamenteuse, qui peut être interfacé avec les logiciels des pharmacies, soit pharmacie de ville, soit PUI pour les établissements médico-sociaux qui ont leur pharmacie interne. Enfin, je sais il y a 10 ans, j'étais dans une structure qui était assez en avance là-dessus, qui avait interfacé justement son logiciel avec le logiciel de la pharmacie et quasi directement sous le contrôle des pharmaciens, les sachets uniques nominatifs étaient automatiquement créés par le robot. euh, dès lors que l'ordonnance avait été correctement saisie dans l'outil au sein de la structure médico-sociale. Donc, ça crée des ponts très concrets. Les interfaces numériques permettent de créer des ponts très concrets entre des acteurs euh, qui œuvrent dans le parcours médico-social de la personne. Et il y a aussi le volet plan d'accompagnement individuel qui permet aux psychologues, aux paramédicaux de prévoir le projet de vie de la personne, de se pencher sur un document commun, ainsi que les objectifs à fixer pour l'année à venir, pour le bien-être et l'accomplissement de la personne accompagnée. Donc là, c'est en très bref ce que recouvre le DUI, donc le cœur de numérique médico-social, je le répète. Et enfin, fin de parcours, enfin, fin d'une étape de parcours ou fin de parcours, la partie heureuse, donc sortie, retour à domicile, et plus besoin de numérique dans le champ médico-social. Il y a aussi la possibilité de sortie pour rentrer dans une autre structure et là, on rentre dans le numérique de la liste d'attente. Et on a tiré le fil dans le livre jusqu'au décès éventuel de l'usager dans le champ du grand âge. C'est malheureusement le quotidien. Et le numérique est passé par là, puisque il y a eu le développement du certificat de décès numérique qui permet désormais à l'INSEE d'avoir des informations agrégées des causes de décès au niveau national en 1 à 2 jours, alors qu'avant, il fallait 2 à 3 semaines pour avoir ces informations. Donc, voilà, un continuum. Dans ce champ-là, effectivement, une structure médico-sociale peut s'apparenter à certains égards à une entreprise classique qui doit gérer des questions de comptabilité, de planning, de ressources humaines. Donc, le numérique dans les structures médico-sociales, sur ce plan-là, je pense, s'est développé un peu au rythme qui s'observe dans les PME françaises. Donc, il n'y a pas eu tant de retard que ça, mais le secteur médico-social a quand même des particularités qui font que il a fallu des outils très spécifiques, notamment sur la facturation. On a des structures qui ont des financements parfois d'une extrême complexité, avec des règlements départementaux d'aide sociale qui varient selon les zones du pays et pour lesquelles il faut des outils qui efficaces, performants et qui gèrent cette complexité-là. Idem pour les plannings. Les plannings avec un énorme turnover dans le secteur ont créé pas mal de cheveux blancs aux infirmiers, infirmières, coordinatrices, coordinateurs. Les outils se développent à vitesse grand V. On verra l'apport de l'intelligence artificielle dans ce type d'outils, mais là, on voit que de plus en plus de structures médico-sociales s'orientent vers cela parce que derrière, c'est du temps de coordination qui sera gagné. Et c'est quand même pas les tâches les plus passionnantes du monde. Donc, il vaut gagner du temps sur ces tâches administratives permet d'en donner davantage aux usagers et à leur accompagnement. Il faut aussi penser que les structures médico-sociales ont beaucoup d'activités différentes qui peuvent être numérisées, comme la gestion de la blanchisserie, comme dans un hôtel, mais avec des développements de solutions de puces RFID pour retrouver le vêtement perdu
d'un résident. Pour l'avoir observé, donc il y a effectivement des puces RFID, mais le numérique cadre un peu une organisation qui est que lorsque le vêtement de la personne est sale, donc il est pucé, il est donc identifiable et rattaché à un usager. Ils entrent généralement dans les blanchisseries sous des portiques où ils sont du coup recensés. Il est possible, via les solutions de maintenant, d'identifier les retouches à réaliser sur un vêtement. Puis, ils passent dans les machines, repassent sous un portique lorsqu'ils sont propres. Et il est possible maintenant de passer une sorte de scanette devant une armoire et d'avoir l'exhaustivité du trousseau qui est installé. Donc, ça permet de savoir où s'est située la perte, enfin, si tout fonctionne bien, où s'est située la perte du vêtement, ce qui est un enjeu qui prend beaucoup d'énergie lors des conseils de vie sociaux dans les structures médico-sociales. Ça peut être quand même très coûteux. Là-dessus, ça fait briller les yeux de certains gestionnaires de structures médico-sociales, mais on le dit dans le livre, c'est le type de projet qui doit être vraiment pensé avec les équipes. Ça nécessite quand même beaucoup de formation. C'est coûteux, il y a un effet de seuil où ça vaut pas le coup, quand on a un établissement de 60 résidents, d'investir dans la Rolls-Royce de la blanchisserie avec puce RFID. Mais ce sont des exemples un peu emblématiques de la numérisation dans le champ plutôt hôtelier du médico-social. Le développement des groupements, notamment les GCSMS, demain les GTSMS, les groupements de coopération dans le secteur. Ce type d'investissement peut être pensé de manière mutualisée au sein des structures. Peut-être c'est faire un petit préambule, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, pour intégrer ce programme dans le programme global de financement. C'est important quand même que tout le monde comprenne que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça, spécifiquement pour le médico-social. Et ça répond en partie à votre question précédente pour laquelle j'avais pas complètement répondu. En fait, vous avez tous compris qu'en effet, le fil conducteur de notre ouvrage, c'était ce lien entre les établissements de santé qui, pour nous, était une boussole pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. C'est un peu ça le fil conducteur qu'on a. Et si on prend un peu de recul, finalement, le retard dont on a parlé tout à l'heure dans le secteur médico-social et médico-social a été bigrement utile. Parce que le sanitaire a servi un petit peu de boussole pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Après, il n'était pas question de faire un copier-coller, bien entendu, de ce qui s'est fait dans le sanitaire, mais au moins de s'inspirer de la méthodologie, sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, les établissements et services sociaux et médico-sociaux partaient de très très loin. Voilà. Alors, pour donner un exemple très concret qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais qui demain va parler à tout le monde, très clairement, c'est un sujet qui est la référence en fait pour l'ensemble de l'écosystème sanitaire et médico-social, social et médico-social. Il y a une clé de voûte qui s'appelle la stratégie du numérique en santé, qui a pour nous la doctrine du numérique en santé. C'est un peu, pour faire simple, les règles du jeu. Et ces règles du jeu, il y a deux grands ensembles qui sont un cadre à respecter, en particulier en termes de ce qu'on a appelé, à l'époque, c'était les fondations, mais maintenant on appelle ça les règles socles, l'interopérabilité, la sécurité, l'éthique sur laquelle on reviendra ultérieurement, et puis les services socles qui doivent commencer à parler à certains de nos participants ce soir, qui sont les services socles d'identité des usagers ou patients. Par exemple, l'INS, l'Identité nationale de santé, qui normalement est obligatoire depuis 2021 dans le secteur sanitaire, voilà, la qualification des patients et maintenant des résidents ou prise en charge des personnes accompagnées sont obligatoires pour identifier. Et pendant le Covid, ça a été très compliqué parce que nous n'avions pas encore ces identités qui étaient créées et donc on était incapable d'arriver à reconsolider l'ensemble du parcours sanitaire et médico-social des personnes. Ça a été un enfer. Donc voilà un élément très concret. Aujourd'hui, le secteur social et médico-social
ne le fait pas complètement, on le sait, mais pas mal d'établissements en particulier ont commencé à le faire et c'est très très bien, mais ça va venir en tout cas dans les mois et les années à venir. Autre exemple, les services SOC d'identité des professionnels. Il y a quelques années, il n'y avait pas d'identification possible. Aujourd'hui, même les professionnels du secteur médico-social ont une inscription au RPPS qui permet en effet d'être identifiés comme professionnels au sein de la structure. Il y a également des choses qui sont importantes, qui sont les services SOC de partage et d'échange de données de santé. Aujourd'hui, le DMP n'est pas limité, l'alimentation du DMP avec des documents, donc le dossier médical partagé, n'est pas limité au secteur sanitaire. Les documents qui sont produits par les structures et services sociaux et médico-sociaux ont pour objet d'alimenter en effet ce dossier médical partagé. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir l'ensemble du parcours dont on a parlé précédemment. Et puis, il y a également les services socles d'offres de soins et d'orientation au niveau territorial, qui sont via trajectoire, qui sont des outils absolument extraordinaires. Voilà un outil national. Je pense que tous les professionnels qui sont aujourd'hui ou personnes concernées par le connaissent cet outil, qui est extrêmement utile, dont on parlera probablement tout à l'heure. Et également un élément sémantique. Pour vous donner un exemple qui est intéressant en termes d'outils, le ROR. Il y a 3 ans, ça signifiait répertoire opérationnel de ressources. Par exemple, ça a parlé à tout le monde pendant le Covid. L'idée, c'était de savoir où est-ce qu'étaient les places disponibles, les lits disponibles pour accueillir les patients. Au niveau régional en particulier, voire interrégional. C'est très compliqué d'ailleurs. Aujourd'hui, au niveau de la sémantique étant très importante à mon avis, l'acronyme ROR signifie maintenant répertoire opérationnel des ressources, pardon, répertoire national de l'offre et des ressources en santé et accompagnement médico-social. Et vous savez depuis combien de temps? Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 2023. Donc ça veut dire que très récemment, on a intégré dans ce genre d'outils également le champ social et médico-social dans un outil qui, à l'origine, depuis des années, servait uniquement aux sanitaires. Et je parlerai éventuellement également de mon espace santé, où il y a des applications aujourd'hui sociales et médico-sociales qui ont été intégrées dedans, qui sont référencées par l'État et qui sont utilisables en effet par les professionnels. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais mettre un petit peu en préambule pour montrer à quel point les deux univers, avant de parler spécifiquement du programme ESMS numérique, sont totalement intégrés et utilisent aujourd'hui les mêmes outils de manière totalement imbriquée. Voilà. Alors, pour revenir, en effet, répondre à votre question, en effet, concernant le programme spécifiquement du programme numérique, ESMS numérique, il y a eu des programmes financiers très ambitieux depuis pas mal d'années. Hein. On a eu dans le sanitaire Hôpital 2007, Hôpital 2012, Hôpital numérique, Open 1, Open 2, etc. Et vous l'avez entendu, en effet, on parle de hôpital. Voilà. Donc ça concernait le sanitaire. Et mieux que ça, au démarrage, à l'intérieur de ces programmes qui étaient quand même assez lourds, le numérique était quasi absent. Il n'y avait pratiquement rien sur le numérique. Hein, ça a vraiment commencé au moment justement du programme Hôpital numérique. Eh bien en fait, pratiquement simultanément à Open 1, donc qui a démarré en 2019, ont été lancés 2 programmes spécifiques, à la fois pour le sanitaire, qui est le Ségur numérique, qui est consacré au sanitaire, et sa déclinaison, et je dis bien sa déclinaison, ESMS numérique dédié au médico-social, au social et médico-social, pardon, au social et médico-social. On peut faire un rappel succinct, en effet, du concept, parce que le programme est connu, je pense, de tout le monde qui est autour de l'écran, en tout cas qui participe ce soir au programme. Programme, finalement, Ségur numérique, c'est 2 milliards d'euros, avec 1,4 milliard pour sanitaire et 600 millions quand même dédiés au médico-social. Donc, ce n'est pas une petite somme. Et tous les couloirs, et c'est même une somme inédite, c'est inédit dans le domaine du numérique en santé. On n'a jamais vu ça. Et en fait, tous les couloirs sont concernés. Au début, on avait 6 couloirs, aujourd'hui, on a un peu plus. Donc, pour vous donner un exemple, les établissements en effet, de santé, la médecine de ville, l'imagerie médicale, la biologie médicale, les officinaux, et un couloir spécifique sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc, il y a eu dès le début, dans le programme Ségur, un couloir
spécifiques et réservés et financés pour le secteur social et médico-social. Voilà. Avec un concept qui est pas le même, mais quasi identique entre les deux mondes, qui est un financement à l'équipement qu'on a appelé, terme barbare de SONS, qui veut dire système ouvert et non sélectif. Peu importe, l'idée c'était en effet d'aider à l'upgrade, en fait, la mise à jour des logiciels pour qu'ils puissent être ce qu'on appelait labellisés Ségur. Que ce soit dans le sanitaire ou médico-social, le principe est quasiment identique, avec une petite spécificité pour social et médico-social. C'est comme on partait de très très loin. On a donné la possibilité aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de pouvoir également acheter un logiciel et pas simplement une mise à jour, parce que y en a qui n'avaient absolument rien. Voilà, au niveau, on partait de beaucoup trop loin. Et également, comme pour le sanitaire, un programme de financement à l'usage pour faire simple, pour motiver les troupes, hein, pour y aller, voilà, et qu'ils y aillent et qu'ils alimentent en effet le système. L'idée ensuite, maintenant, c'est de généraliser le programme, si vous voulez, dans le secteur social et médico-social. L'objectif ultime, c'est de généraliser l'usage, en effet, du DUI à l'ensemble des usagers et des professionnels, avec, bien entendu, un accompagnement assez spécifique, et la cible du programme était d'embarquer peut-être pas la totalité des 49 000 établissements et services du secteur social et médico-social, mais au moins environ 36 000 établissements d'ici la fin de l'année. Et au-delà de la commande du DUI dont parlait Manon à l'instant, la labellisé Ségur, le prochain, parce que c'est bien d'acheter l'équipement, et j'ai vu quelques éléments dans les conversations, quelques questions là-dessus, c'est bien d'avoir l'outil, d'accord, mais c'est encore mieux de l'utiliser. Et en fait, au-delà de l'achat de l'outil et même du début d'alimentation, c'est vraiment le prochain défi qui nous attend tous, c'est de gagner la nouvelle bataille, la bataille de l'usage. L'usage, l'usage, l'usage. Voilà. Parce que c'est pas tout d'avoir l'équipement, mais c'est encore mieux l'utiliser. Oui, je peux me lancer maintenant si tu veux là-dessus. Déjà, le contexte. Le contexte, c'est que les usagers, de manière générale, deviennent aujourd'hui acteurs centraux de leur parcours. Hein, ils prennent, que ce soit dans le secteur, et en particulier dans le secteur médico-social, en amont, les personnes accompagnées ont et auront de plus en plus accès à des dispositifs numériques, par exemple de prévention, tout au long de leur vie. Donc voilà, ils appréhendent voilà, l'ensemble des outils. Également, il y a de plus en plus l'ubérisation des tâches administratives dans le secteur médico-social. Ça a démarré, bien entendu, dans le sanitaire avec ce que tout le monde utilise, les plateformes, par exemple, si je prends l'exemple des plateformes de rendez-vous médicaux, qui aujourd'hui donnent un coup de fil pour prendre un rendez-vous. C'est pratiquement quasi terminé. Voilà. Donc c'est incontournable. Dans le médico-social, le même type de plateforme de prise, par exemple, de contact en ligne avec les établissements médico-sociaux ont démarré, par exemple, l'année dernière. Des plateformes numériques pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA dont a parlé Manon tout à l'heure, est désormais accessible pour certains départements. Et Dieu seul sait ce que c'est lourd de gérer en effet ce genre de dossier. Donc le fait d'avoir des outils comme ça permet quand même d'alléger considérablement. Donc ça, si vous voulez, ça donne déjà un petit peu comment dire, le contexte sur l'ensemble des parties. Et en effet, on a au-delà du DUI une myriade en effet de solutions numériques qui sont proposées, qui sont en pleine expansion finalement, et proposées aux uns et aux autres. Ils abordent d'ailleurs des applications variées qui intègrent ou pas de l'IA, et de l'IA générative. Les exemples sont multiples, mais on va essayer d'être aussi structurant que possible pour nos participants ce soir, et donner quelques exemples très concrets. Par exemple, il y a des solutions numériques qui permettent de compenser la perte d'autonomie et les handicaps physiques. Et
premier exemple qui vient à l'esprit et qui nous a tous bluffés, par exemple pendant les JO l'année dernière, c'est l'exosquelette. Voilà une- un exemple très concret qui est visuel, que tout le monde peut comprendre, qui permet aux patients de remarcher. Alors bien entendu, pour l'instant, et en plus c'est une start-up française, hein, Wondercraft pour ne pas la nommer, voilà, une première version de l'exosquelette permet déjà de marcher dans un environnement certes soit de rééducation, en particulier de rééducation, pour se rasseoir, réaliser un certain nombre d'exercices. Mais l'objectif ultime, le rêve en fait, des gens qui travaillent là-dessus, sur l'exosquelette, c'est de redonner la capacité de marcher à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer. Or, vous n'imaginez pas voilà, une personne handicapée qui a toujours été en fauteuil roulant, du jour au lendemain, d'arriver à marcher, mais c'est une sensation absolument quasi miraculeuse. Hein, c'est pour ça que me semble un exemple extrêmement parlant pour tout le monde. On a également toujours dans cette partie sur perte d'autonomie et handicap physique, des choses qui ont un peu plus de mal à se mettre en place, mais en tout cas auxquelles on croit avec Manon, qui est la domotique. La domotique, ça permet de renforcer l'autonomie des personnes en situation de handicap dans le but finalement d'un maintien à domicile, de faciliter le maintien à domicile de ces personnes. Et il y a eu un exemple très émouvant finalement d'un père qui a un enfant qui est devenu tétraplégique dans le Bas-Rhin et qui a conçu lui-même un logement rotatif pour l'offrir à son fils, offrir cet espace de vie qui est adapté. Et en fait, c'est comme une sorte de manège, si vous voulez, où la cuisine, la salle de bain, les toilettes et tout, et même les placards se déplacent vers la personne. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Là, bien sûr, c'est un prototype. Hein, comme disait Manon, il ne faut pas être naïf, c'est un prototype, ça demande beaucoup d'investissement, mais on peut quand même rêver un petit peu ce soir avec l'ensemble de nos interlocuteurs et se dire que ce genre d'évolution pourrait éventuellement être des solutions dans de futurs logements adaptés et serait absolument extraordinaire, en effet, pour les personnes concernées. Autre exemple, des solutions numériques qui pourraient compenser, qui compensent les troubles de la communication, les déficits sensoriels, cognitifs, en particulier pour les malvoyants et aveugles. Bah déjà, devant des PC, hein, devant des PC, l'accès au numérique, c'est pas évident. Hein, on n'imagine pas, par exemple, une souris, c'est complètement inutile pour ce genre de personnes, parce que le pointeur sur l'écran, il reste invisible. Donc, il faut que ce soit en effet des assistants vocaux qui permettent à ces personnes de pouvoir utiliser l'outil numérique, puisqu'on parle de ça. On a également, bien entendu, pour les personnes malentendantes et sourdes, des outils. Il y a un outil d'ailleurs qui est assez mal connu pour ces personnes, qui est le service d'urgence 114, qui est absolument remarquable, accessible 24/24, 7/7. C'est un numéro d'urgence national qui est gratuit et qui permet de contacter le SAMU, la police, la gendarmerie, les pompiers partout en France, que ce soit en langue des signes, par visio, et en particulier, oui, comme ça. Et les centres d'appel, quant à eux, devraient en fait progressivement intégrer justement la visio, en tout cas, nous le souhaitons, en complément du téléphone, pour les urgences sanitaires pour ces personnes-là. On a également d'autres outils très simples quand des gens veulent parler lorsqu'ils sont en groupe avec leurs amis et tout. Il y a des transcriptions en temps réel des personnes qui parlent et inversement de pouvoir pour les personnes en effet qui ont ce problème, qui sont sourdes et malentendantes, d'arriver à communiquer avec les autres personnes qui les entourent dans leur quotidien. On a des choses beaucoup plus soft dans la médiation, la socialisation, la médiation culturelle, artistique, puisqu'on parlait de social, en effet, là-dessus. Bon, on a un sujet, bien sûr, on ne peut pas éviter le sujet des robots sociaux, avec le robot, par exemple, Naozora, bon, ok, qui permettrait d'amener un peu de stimulation cognitive, d'améliorer l'humeur, un peu une assistance même au personnel. Voilà, donc ça, c'est des outils plutôt soft. On a également des choses assez intéressantes qu'on a rencontrées. D'ailleurs, on a rencontré cette personne. C'est des musées virtuels interactifs. C'est très chouette, en fait, d'arriver à
en EHPAD, d'avoir ce genre d'inclusion sociale pour les résidents. Voilà. Et puis, il y a un sujet qui est peut-être un peu plus lourd dans le numérique, mais qui est absolument essentiel, c'est que ça permet pour les gens qui sont en particulier en situation de handicap de permettre un accès aux soins. Lorsqu'on a un enfant, par exemple, qui présente une déficience intellectuelle, des troubles autistiques, sur un fauteuil dentaire ou dans un box d'un laboratoire de biologie médicale, ce qu'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que les sens de cette personne sont exacerbés. Toutes les odeurs, les bruits, la lumière, le frottement des gants du professionnel, l'odeur de l'alcool, des infectants, deviennent extrêmement difficiles à supporter pour la personne. Il devient nerveux, il est très angoissé, parce qu'il ne comprend pas, il panique. Et donc, on arrive à ce qu'il refuse, à ce que le dentiste ou le biologiste le touche, et souvent, le soin est reporté sine die jusqu'à ce qu'on puisse en effet le faire. Eh bien, on a des choses des fois extrêmement simples qui sont fournies, j'en parle parce que c'est important qu'on en fasse la promotion, Santé BD, qui est une plateforme en ligne gratuite pour la création de supports visuels tels des bandes dessinées, qui propose des outils de communication adaptés pour faciliter de manière très simple les échanges entre les professionnels et les patients et les résidents, puisque souvent ça se passe dans le lieu de résidence ou à domicile, qui permet d'expliquer aux personnes concernées de manière très simple les aspects en fait de la prise en charge. Et ça permet, on a remarqué, de contribuer à réduire l'anxiété de ces personnes et les malentendus qui peuvent entraîner un non-recours aux soins, et ce qui est quand même extrêmement, extrêmement ennuyeux. Voilà un petit peu des exemples sur l'accès aux soins qui nous semblent vraiment très importants et qui devraient être, on en parle parce que c'est pas suffisamment utilisé. Et pas suffisamment utilisé par les professionnels. Et c'est tellement important pour les personnes concernées. Vous n'imaginez pas, en effet, comment ils ont besoin de choses, des fois des choses très simples, arriver en effet à pas être mis. Et quand on s'aperçoit en effet le report de prise en charge pour ces personnes-là, c'est, on pourrait le dire, quasi inacceptable hein, de les mettre comme ça de côté. Donc c'est un mode d'inclusion. Le numérique est peut-être en effet un outil inclusif pour les personnes en situation de handicap de manière absolument extrêmement importante. Et puis bien sûr, on a les sujets qui est la prévention et la détection des chutes des personnes âgées. Ça, c'est un sujet qui est assez classique, que tout le monde connaît, que ce soit la prévention des chutes, que ce soit la détection des chutes, qui sont d'ailleurs au demeurant souvent des sociétés de téléassistance qui sont, voilà, qui sont pas spécialement sociales, médico-sociales, qu'on peut avoir chez soi, voilà, de manière assez simple. Et par contre, il y a une application qui est intéressante plutôt un peu plus sanitaire, on va dire, pour prévenir la perte d'autonomie. En particulier, le Gérontopole du CHU de Toulouse a introduit une application qui a été proposée par l'OMS, qui s'appelle ICOP Monitor, qui a été conçue pour évaluer en quelques minutes les capacités essentielles de la prévention à la dépendance sur la mobilité, la mémoire, la nutrition, l'humeur, la vue, l'audition. C'est quelque chose de très simple. Il suffit de répondre à quelques questions et très rapidement, en fait, on a une évaluation de ces capacités sur la prévention de la dépendance. Voilà. Et enfin, on a des solutions numériques qui aident le quotidien des professionnels. Il y a une solution qui est très connue, donc on peut la citer, qui est l'oreille augmentée des soignants, que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui dans le monde du social et médico-social, développée par la start-up Ozo, qui permet en effet pour les soignants, en cas de chute suspectée, d'arriver à d'identifier en fait des problèmes qu'il peut y avoir dans la chambre sans pour autant d'être obligé de passer, de faire le tour de toutes les chambres. Donc voilà un petit peu quelques exemples. Il y en a plein d'autres, il y en a également qui aident, bien entendu, qui peuvent soutenir les aidants à domicile. Et Dieu seul sait le nombre d'aidants qu'on peut avoir en France. Juste un chiffre quand même pour alerter tout le monde. On compte entre 8 et 11 millions de proches aidants non professionnels, dont près de 60% de mémoire à peu près ont également des travails. D'accord. Et c'est énorme, c'est absolument énorme.
d'accord, et d'avoir des outils numériques qui peuvent aider tout simplement le quotidien des aidants, c'est quand même ce n'est pas un détail. Donc voilà un petit peu quelques exemples, Sandra, qui permettent de voir l'extraordinaire potentiel des solutions numériques dans le secteur social et médico-social pour améliorer la vie des personnes en perte d'autonomie. Bien entendu, l'intégration de l'IA, d'IA générative et d'autres technologies donc avancées dans ces solutions offre également des perspectives absolument inédites. On en reparlera peut-être si on a le temps. Quelques bémols, on peut le dire toutefois dès maintenant, c'est qu'il faut bien entendu une approche équilibrée, très prudente de ces solutions pour maximiser le bénéfice, mais minimiser les risques. Donc attention, d'accord, en particulier pour les solutions numériques qui intègrent de l'IA. Mais également, l'autre message, c'est qu'il y a certaines solutions qui sont aujourd'hui sur le marché, d'autres qui sont en cours d'expérimentation, et puis certaines, malgré leur potentiel, qui vont pas perdurer. Voilà, c'est la vie également des solutions. Euh, c'est un processus de sélection qu'on pourrait qualifier de darwinien, mais qui est parfois brutal. Mais voilà, c'est la vie un petit peu et des entreprises et des solutions qui vont être proposées. Ah ben là, Sandra, vous nous demandez d'aborder un autre sujet chouchou que nous avons en effet, et qui a fait l'objet d'un ouvrage précédent qui s'appelait Les déserts médicaux. Donc merci beaucoup parce que là, vraiment, là aussi, on pourrait en parler pendant longtemps. Et pourquoi? Ben parce que la télésanté, de manière générale, a connu, comme tout le monde le sait, une accélération fulgurante. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on avait fait un séminaire ensemble présentiel au CNAM à l'époque sur ce sujet-là, avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, on a de nouvelles perspectives qui s'étendent de la télésanté aussi bien au secteur sanitaire qu'au médico-social. Pourquoi? Parce que vous l'avez évoqué, on ne le sait pas tant, mais le champ médico-social est en effet, nous sommes parfaitement d'accord, un immense désert médical, voire même le premier désert médical. Quelques chiffres, si vous voulez, pour illustrer en effet ce point-là, c'est que on a aujourd'hui sur une dizaine à peu près de pathologies 8, en fait, 8 à 10 pathologies que peuvent avoir les résidents en EHPAD ou en établissement de personnes en situation de handicap. En moyenne, il n'y a qu'une seule qui est prise en charge par un spécialiste. Donc, vous voyez un petit peu, simplement avec cet exemple-là, le chemin qui nous reste à parcourir. Et je pourrais vous en donner également plein d'autres. Alors, la télésanté, en effet, elle améliore. Bien sûr, pour répondre à votre question, il n'y a même pas photo. La prise en charge des patients en établissement et à domicile. Et ça, et c'est ça qui est intéressant, sur les 5 actes de la télésanté, et en particulier la télémédecine. La téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale. Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail pour ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas obligatoirement à l'aise avec ces termes-là, mais ce n'est pas grave, on va l'illustrer tout de suite. Quels sont les enjeux? Et pourquoi tout le monde s'y retrouve finalement? Mais parce que ça améliore considérablement la qualité de vie. La télésanté, de manière générale, quels que soient les actes, facilite l'accès aux soins pour les personnes en EHPAD ou en situation de handicap. Ça réduit les retards de mise en œuvre des traitements appropriés. Ça évite au milieu de la nuit, à 2 heures du matin, et maintenant on ne va pas dire le contraire, ou à 3 heures du matin, de prendre en charge des gens, des résidents, et d'aller aux urgences. D'accord? Donc des déplacements qui sont chronophages, qui sont risqués, qui sont hyper stressants pour les résidents ou les personnes à domicile. D'accord? Et ça permet en plus à la personne de rester dans son cadre de vie habituel. C'est hyper important. Et côté professionnel, ben ça facilite bien entendu le travail des personnes, parce que les tâches quotidiennes des soignants sont beaucoup plus simplifiées tout en permettant de gagner en compétences et de gagner du temps. Pour la valorisation de l'établissement aussi, c'est pas mal d'avoir un établissement qui est doté, l'air de rien, de dispositifs comme ça de télésanté. Ça donne une image positive. Voilà, c'est perçu comme un établissement qui est innovant, à la pointe quand même des nouvelles technologies.
Et puis on ne parle pas, bien entendu, des désengorgements des urgences, puisque ça réduit, les études montrent que ça permet de réduire de moitié, de 50% des cas d'arrivée aux urgences. Donc c'est considérable, absolument considérable. Et on ne parle pas de la réduction des coûts, bien entendu, qui sont liés au transport. Tiens, au transport, c'est un sujet qui aujourd'hui est d'actualité, je crois savoir. Voilà. Donc la réponse est oui. Et maintenant, bien entendu, si on prend quelques actes qui sont, comment dire, très illustratifs, la téléconsultation, lorsqu'elle est accompagnée, organisée, à ce moment-là, oui, bien sûr que ça répond. En particulier, les expérimentations ont montré qu'aussi bien à domicile, donc tant à domicile que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, la téléconsultation accompagnée, j'ai bien accompagné, ça veut dire quelqu'un à côté de la personne, bien entendu, qu'elle soit professionnelle sanitaire ou médico-sociale ou sociale médico-sociale, se déroule de façon aussi efficace, voire meilleure qu'une consultation classique. Et contrairement aux idées reçues et qu'on a pu entendre pendant des années, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap adoptent très facilement la téléconsultation. Pourquoi? Comme on le disait tout à l'heure, on est dans le calme, dans leur environnement habituel, et donc les personnes n'ont pas été déplacées, donc elles sont beaucoup plus réceptives. On en parlait tout à l'heure sur le fauteuil, en effet, du dentiste à distance. Voilà typiquement le cas qu'on peut faire à distance, en tout cas à minima pour un bilan. Bien entendu, on ne peut pas intervenir sur l'intervention, mais des bilans dentaires, ben bien sûr que ça peut se faire, dans la majorité des cas, ça peut se faire à distance. Voilà. Et ça permet, l'air de rien, comme vous le disiez à l'instant, Sandra, d'impliquer les équipes, l'équipe en effet qui est là, et d'accompagner au quotidien. Bien entendu, c'est une évolution, peut-être des missions, mais c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir ce genre d'évolution. Et puis, bien entendu, on a le cas qui va être de plus en plus important avec les maladies chroniques qui se développent pour les personnes, c'est le développement de la télésurveillance médicale qui va être encore plus important dans les décennies à venir que la téléconsultation, beaucoup plus important. Voilà. Pourquoi? Parce que la télésurveillance, pour tout le monde, que ce soit clair, c'est en effet d'arriver à avoir les données d'une personne en continu qui peut être à domicile dans l'établissement et d'arriver à gérer des alertes et d'intervenir si nécessaire, pour faire très très simple. Voilà. Et bien entendu que les télésurveillances des personnes âgées ou personnes en situation de handicap qui sont atteintes de maladies chroniques, et elles le sont pratiquement toutes, en particulier les personnes âgées, va être dans l'avenir en pleine expansion et il y a un potentiel qui est absolument immense, immense dessus. Enfin, je voudrais évoquer, bien entendu, pas la régulation, donc le centre 15, parce que ça c'est pour tout le monde et tout le monde le connaît, mais un cas d'usage qui est assez peu connu parce que nouveau et que je l'avais créé il y a 4 ans, l'un des premiers, un des 20 premiers en France, qui est le service d'accès aux soins. Pourquoi? Parce que l'idée de ce service d'accès aux soins qui est relié au SAMU, non pas dans la filière AMI, donc la filière AMU qui est la filière d'urgence vitale, mais dans la filière prise en charge de ville, avec un médecin régulateur, une ARM d'abord et un médecin régulateur dans un deuxième temps, facilite l'accès en fait aux consultations non urgences, donc on va dire 24 heures, 48 heures, mais qui sont nécessaires. Et là, le SAS joue un rôle absolument clé dans la simplification et l'organisation de l'accès aux soins, en particulier pour des populations spécifiques comme les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, parce elles appellent et on les réoriente vers des structures adaptées ou des services adaptés. Et là, à ce moment-là, la télésanté est absolument essentielle. Donc, en résumé, pour répondre à votre question, en effet, la télésanté n'est pas réservée à des jeunes geeks sur le mobile et tout, sur le canapé. Non, non, c'est pas ça. Hein. Elle émerge comme une solution de transformation absolument profonde de l'amélioration de l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables, comme le disait Manon tout à l'heure, notamment pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Pour te laisser la main. Alors pour, l'accompagnement en amont, peut-être qu'Olivier, tu sauras mieux répondre, mais en tout cas, la question posée me fait penser à ce qui est pratiqué, chez nos amis, britanniques, sur du contrôle en fait
a posteriori de toutes les solutions qui sont proposées, les What's Work Center, donc les centres de ce qui fonctionne, si je fais une traduction un Voilà. peu abrupte. Exactement. Et en fait, je pense que ce sont des agences qui ont toute leur utilité dans le champ du numérique parce que il y a une myriade de solutions, comme le disait Olivier tout à l'heure. Il y a beaucoup de startups qui, malgré leurs bonnes idées, font faillite, et surtout les structures médico-sociales étant financées en grande partie par des deniers publics, il est quand même important de vérifier que ces investissements dans ces solutions numériques soient utilisés à bon escient pour des solutions qui seront pérennes, maintenues par des acteurs qui seront toujours en bonne santé et qui fonctionnent réellement, au-delà des promesses marketing qui est une objectivation scientifique des fonctionnalités de tous ces outils numériques. Et ces centres anglais, britanniques, compulsent tout un tas d'études scientifiques sur alors soit des grandes politiques publiques qui sont quand même plutôt utilisées là-dessus, mais ça pourrait très bien être sur des solutions techniques, et font des rapports, et ça permet en quelque sorte de labelliser des solutions proposées par des acteurs. Ça pourrait être une solution a posteriori. En revanche, est-ce que a priori les acteurs sont orientés? Hormis les éditeurs de logiciels qui le sont pour proposer leurs outils, notamment dans le cadre de SMS numériques, où on leur donne un cahier des charges qu'ils doivent respecter, idem pour le développement d'un SI unifié. Dans le cadre des MDPH, les éditeurs sont quand même très corsetés par tout un tas de cahiers des charges. J'ignore s'il y a plus d'encadrement a priori que Olivier Alors peut-être. ouais, pour compléter, Manon, merci. En effet, c'est intéressant l'exemple que tu viens de donner, hein. Pour compléter, en effet, peut-être plus sur la partie amont, comme elle le disait. En fait, oui, il y a une, comment dire, il y a une aide au sens où il y a, comment dire, tout ce qu'on appelle un écosystème un petit peu qui impulse un peu l'avènement, la gestation de ces solutions à travers de multiples en fait financements, en particulier dans France 2030, qui sont exceptionnels. En effet, que ce soit par exemple en particulier Structure 3.0 qui s'occupe spécifiquement, j'allais dire uniquement, du secteur social et médico-social. Hein, c'est un programme qui favorise, hein, qui vise à favoriser en tout cas l'émergence de solutions numériques innovantes pour faciliter les pratiques des professionnels, et qui est prévu de continuer dans l'avenir de manière très importante. On a également un programme extrêmement qui est là. Tout ça, c'est actuel. Hein, on est en train de le vivre. On est en train de vivre une vraie révolution en ce moment. C'est ça qui est intéressant. Et l'État, au niveau national, mais également au niveau européen, accompagne ces solutions et également comment dire, les utilisateurs dans les établissements et à domicile. Donc, par exemple, on a le grand défi dispositifs médicaux numériques et bien vieillir qui a été lancé et qui permet, en effet, par ce biais, d'arriver à détecter détection précoce, pardon, des risques de fragilité chez les personnes âgées. Donc voilà, par ce biais, si vous voulez, on cherche à outiller de manière optimale les acteurs du secteur social et médico-social, des aides à domicile également, des équipes mobiles, pour renforcer l'accompagnement des personnes âgées et personnes en situation de handicap directement dans leur environnement quotidien. Voilà. Et puis, on a un programme national absolument exceptionnel qui s'appelle les tiers-lieux d'expérimentation en santé, qui est un petit peu différent des tiers-lieux voilà, qu'on peut appeler, le mot est identique dans le médico-social, qui sont en fait des univers un petit peu catalyseurs d'innovation ouverte en santé numérique. Voilà. Il y en a de multiples aujourd'hui, il y en a une centaine de solutions qui sont en cours d'expérimentation, dont certaines en médico-social, bien entendu, et qui permettent, au travers de consortiums, on l'espère en tout cas, d'avoir en effet des sorties de solutions qui vont être pérennes dans l'avenir. Donc
Donc voilà, donc il y a pas mal, en effet, pour répondre à votre question, il y a pas mal, en effet, d'appui et d'aide dans l'environnement pour les établissements et domiciles et de l'autre côté pour l'industriel qui permet d'avancer. Donc en fait, l'ensemble des acteurs ne se trouvent pas complètement seuls. Si c'était votre question, voilà, ils ne sont pas complètement isolés avec, voilà, je suis ingénieur, je trouve un petit gars génial et qu'est-ce que je fais? Non, aujourd'hui, ça s'est structuré et c'est très récent. Non, je Peut-être laisse la déjà main en, peut-être. ah oui, peut-être déjà en préambule, sur l'IA dans le champ médico-social, vous n'êtes peut-être pas passé à côté d'une actualité qui est la publication de la première feuille de route IA de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, là, le 1er septembre. Donc, c'est un premier pas, un premier acte à cet engagement pour l'intelligence artificielle dans le secteur. C'est un temps quand même fort, avec une stratégie ambitieuse autour de 5 axes. Et pour faire court, les 5 axes regroupent d'abord l'allègement de la charge administrative pour mieux accompagner, donc avec de l'automatisation de tâches répétitives, le pré-remplissage par exemple de dossiers, de l'aide à la saisie pour redonner du temps aux professionnels pour l'accompagnement humain. Le deuxième axe fort est l'amélioration de la réactivité des services, avec le vrai enjeu de l'amélioration des délais de traitement des dossiers, notamment dans les MDPH. Il y a l'harmonisation des pratiques dans les territoires, dont on a parlé tout à l'heure, on abordait l'équité territoriale, qui est le troisième axe. La simplification des démarches avec des interfaces plus intuitives, où on sait très exactement où cliquer, où on ne donne une information qu'une seule fois. Et enfin, le dernier axe, c'est plutôt un axe qui a vocation à réguler la dépense publique avec la lutte contre la fraude, mais son pendant est peut-être plus heureux pour les usagers, qui est la lutte contre le non-recours, en essayant de capter via l'intelligence artificielle des publics qui ne font pas appel à des droits auxquels ils pourraient légitimement prétendre. Je peux peut-être démarrer, si tu veux, maintenant. Et puis là-dessus, et en effet, Sandra, on voit plein de questions ou de remarques dans les commentaires, ce qui prouve quand même, ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde est, c'est plutôt rassurant d'ailleurs, extrêmement sensible à ce sujet-là. Il ne faut pas non plus que ce soit une excuse pour ne pas aller vers le numérique en santé. Voilà, il faut le prendre pour ce qu'il est. Alors, si on balaye, avant de répondre spécifiquement à quelques questions, si on balaye rapidement en effet le sujet, la cyber, commençons par la cyber si vous voulez. En fait, c'est un changement, la cyber, c'est surtout un changement de mentalité qu'il va falloir avoir dans les mois et les années à venir. La cyber, ben, oui, ça devient une menace bien réelle, en particulier pour les établissements donc, sociaux et médico-sociaux, parce qu'avant, quand on était papier-crayon, c'est vrai qu'il y avait zéro risque à ce niveau-là, en cyber. Mais à contrario, quand on me sort ce genre d'argument, pour avoir été, en effet, dans un établissement, on retrouvait des enveloppes sur les tables ou au bas de certains ascenseurs qui étaient strictement confidentiels. Donc, quand on me dit, en effet, maintenant le numérique, il y a un risque cyber et tout, oui, mais avant, il y avait également d'autres risques qu'on oublie complètement aujourd'hui. Donc, en effet, il y a un risque, bien entendu, qui est, ben, c'est un peu la rançon du succès, on va dire, d'une certaine façon. Il y a des cyberattaques, hein, il y a des cyberattaques aujourd'hui, en particulier dans les établissements, qui n'ont pas un retentissement comme on voit parfois dans la presse auprès des établissements sanitaires, parce que les tailles ne sont pas bien entendu les mêmes. Et également, il faut être honnête, les conséquences, si vous voulez, dans un établissement sanitaire peuvent être excessivement lourdes sur la sécurité des patients, puisqu'on est sur des pannes de systèmes de surveillance, de dispensation de médicaments, voilà, il y a c'est extrêmement, parfois extrêmement lourd. Voilà. On ne retrouve pas, si vous voulez, obligatoirement dans le social médico-social, ce genre d'impact sur la vie des résidents, quoique, mais ça reste en effet des sujets importants sur la confidentialité des données, sur la sécurité des usagers,
sur le fonctionnement organisationnel, voire même également sur les finances de l'établissement. Donc les établissements qui sont concernés, parce que c'est plutôt sur les établissements, ils sont vraiment en difficulté lorsque ça peut se passer. Donc en effet, il y a un vrai sujet, et ça demande absolument, et c'est essentiel, que l'ensemble des professionnels mettent en place des mesures de sécurité, qui soient robustes, de former le personnel à la cybersécurité, de disposer de plans d'urgence, de plans également, ce qu'on appelle de reprise d'activité post-cyberattaque. Voilà, donc il y a en effet tous les programmes, des actions de sensibilisation, de prévention qui sont aujourd'hui en route et réglementaires, bien entendu, en matière de cybersécurité, en particulier dans les établissements médico-sociaux. Le deuxième sujet, la deuxième question que vous nous avez posée, en effet, Sandra, c'est le sujet de l'éthique. Avec Manon, on en a parlé pendant des heures dans le cadre de l'ouvrage. C'est un sujet auquel on est hyper sensible. En effet, le numérique en santé, il doit être citoyen, humaniste et éco-responsable. On oublie parfois, en effet, ce sujet-là du développement durable dans le cadre de l'éthique, mais c'est un axe qui est absolument essentiel. Véritablement, les fondements du numérique en santé reposent sur ces valeurs-là. Et il y a un défi, c'est clair qu'il y a un défi éthique également, peu de défis finalement, puisqu'il y a plein de questions qui se posent et qu'on se pose tout. Or, il faut savoir que sans confiance, tant les patients que les usagers, que les professionnels risquent de rejeter le numérique et ça risque de freiner son adoption. Et c'est un des sujets qui a freiné également, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, l'appréhension en effet de ce genre d'outil. Donc il y a besoin d'un cadre éthique qui doit donner du sens finalement au déploiement de l'e-santé, et en particulier dans le secteur au niveau national et également au niveau européen, puisqu'on a le règlement sur l'IA WIA Act qui aujourd'hui en effet doit être respecté dans les États membres. En fait, le consentement, il est des deux côtés, il est de tous les côtés. J'allais dire, pour faire simple, des deux côtés quand même. Le consentement du patient ou de la personne prise en charge, que ce soit à domicile ou dans l'établissement, est obligatoire. Première chose. Il n'y a pas débat, elle est obligatoire. Voilà. Après, il y a des subtilités, en effet, dans les professionnels qui aujourd'hui, ce qu'on appelle, font partie du cercle de soins. À ce moment-là, à partir du moment où c'est fait une fois, les autres professionnels qui sont dans ce fameux cercle de soins peuvent avoir accès sans être obligés de redemander obligatoirement le consentement. Mais bon, on ne va pas partir sur ce débat-là, puisque c'est en cours de clarification au niveau juridique. Donc, c'est pas... Mais en tout cas, le consentement est obligatoire. D'ailleurs, il y a quelques éléments dans la presse aujourd'hui que vous avez peut-être voir il y a quelques jours encore sur ce sujet de consentement, même, je ne sais pas si vous avez vu, même en effet, quand les données des patients sont utilisées à des fins de recherche. Donc voilà, le consentement du patient est une obligation légale, comme vous l'avez dit, il n'y a pas débat. Mais également, il y a une obligation de l'autre côté, et je ferme la parenthèse après, pour le professionnel, lorsqu'il se connecte, en effet, d'avoir, comment dire, une autorisation également d'accès de son côté pour pouvoir rentrer en fait dans le système. Donc de tous les côtés, si vous voulez. Et il y a en effet ce qu'on appelle une matrice, voilà, je cherche le terme, une matrice des habilitations. Donc ça veut dire qu'un médecin n'a pas les mêmes droits qu'un IDE, qui n'a pas les mêmes droits qu'un professionnel en effet du médico-social, et chaque professionnel médico-social a également son cahier des charges, qui n'a pas les mêmes accès qu'un dentiste ou que voilà, un autre professionnel, voilà, ou qu'un pharmacien. Voilà. Donc, chacun aujourd'hui, dans cette matrice d'habilitation, sait quels sont les documents auxquels il a le droit d'accéder. Donc les choses sont extrêmement réglementées et on ne sort pas en effet de cette réglementation. Donc aujourd'hui, les choses sont cadrées et il n'y a aucune raison. Et les sanctions juridiques sont extrêmement lourdes pour les gens qui éventuellement feraient un pas de côté. Enfin, pour répondre à votre question sur la formation, avant de conclure, en effet, la formation est essentielle. Et évidemment, comme c'est un webinaire organisé par le CNAM, bien entendu, la formation des professionnels du médico-social au numérique en santé, c'est un défi qui est majeur. Alors, je dirais que le sujet sur la formation initiale, il est pratiquement réglé. Aujourd'hui, les choses sont à peu près réglées, en particulier dans le cadre de l'AMI-CMA, donc les choses sont à peu près. En revanche,
l'enjeu, vraiment, c'est la formation continue. Là, il y a un énorme enjeu dessus, en particulier développé par des diplômes universitaires ou des masters d'excellente qualité, dont ceux, bien entendu, proposés par le CNAM. Et ils ont rapidement, en fait, été développés avec l'attention, je pense, des professionnels du sanitaire et médico-social. Et c'est parfois intéressant, d'ailleurs, que ces deux populations, à cette occasion, se rencontrent et suivent ce type de formation à cette occasion. Donc oui, la réponse est oui, mais, et ça, on est, je crois, d'accord avec Manon, elle pourrait compléter peut-être mon intervention, le vrai sujet, en fait, au-delà de la formation, on va dire, un peu théorique, un peu institutionnelle, je ne sais pas ce que tu en penses maintenant, et je crois que tu es très sensible à ce sujet-là, c'est la formation de pair à pair. Je te laisse peut-être la parole sur ce sujet. Oui, c'est effectivement un sujet dont on a beaucoup parlé parce que, tu égard au fort turnover au sein des structures et à la multitude de types d'outils qu'il peut y avoir dans les établissements médico-sociaux. Il est capital qu'il y ait, de la formation, interne animée par, des salariés qui ont une appétence particulière pour, les sujets numériques, une curiosité et une forme de leadership, vis-à-vis de leurs, collègues. Donc c'est c'est une solution qui est, à la fois valorisante pour, le personnel, en question et nécessaire pour que tout le monde, au sein d'une structure, ait, un niveau de connaissance de l'utilisation quotidienne, des logiciels, satisfaisant. Donc ça, c'est un point qui est très important. Là-dessus, l'exemple le plus, emblématique est quand même, l'utilisation du numérique pour réaliser les, projets, de vie individualisés. Donc, il y a tout un tas de termes pour, parler de ce que j'évoque, mais ce sont les fameux documents qui sont, remplis par, tout le personnel autour de l'usager, et qui étaient initialement faits, par papier, crayon, sur un Word. C'est un document qui est rédigé à beaucoup de mains. Et j'ai constaté que lors de la mise en place d'un DUI, il y a beaucoup de réticence du personnel paramédical, a priori, à informatiser via, le DUI ces, projets de vie, ou projets d'accompagnement individualisés. Et en fait, à l'usage, beaucoup de salariés se sont rendus compte, dans beaucoup de structures, que, une fois l'investissement de départ, qui est la numérisation de tous les projets, de tous les usagers, la mise à jour, ne prend beaucoup moins de temps que, elle n'en prenait avant via, classeur, ou fichier Word qu'on doit s'envoyer de boîte mail à boîte mail. Ah, mais j'ai pas la bonne version, mais ah, bref. Alors que là, tout le monde peut travailler de manière collective sur le même projet, le même document, et tout le monde peut le signer de manière dématérialisée. Et ça, alors qu'il peut y avoir une réticence en termes d'usage, bah, vous nous en demandez trop, on n'a pas le temps. Il y a très objectivement un gain de temps sur cette activité qui est fondamentale dans les structures médico-sociales. Encore à séduire le personnel par rapport à l'usage. Ce qui peut aider à lever un peu ces freins, c'est aussi l'outillage, que les, aides-soignantes, infirmières doivent retourner sur le PC tour, de la salle de transmission. Parfois, il y a qu'un PC pour, 5 salariés, donc il faut faire la queue. Ça peut, l'outillage peut mener à, encore des a priori négatifs, alors que, par exemple, une petite tablette, pour prendre en photo un escarre, puis faire une transmission, peut faire accepter, ce temps numérique, supérieur à ce qu'il n'était avant lorsque, tout se faisait en papier crayon. Oui, je pense qu'il y a encore des réticences, il faut convaincre, mais s'il y a des réticences, parfois il y a des raisons très objectives, sur lesquelles il faut se pencher, pour lever ces freins. Parfois, ouais, c'est que de l'outillage.
Il y a de la formation et puis il y a aussi la conviction de la direction, du management, qu'il faut aller dans cette direction parce que, in fine, il y a du gain de temps qualitatif auprès des usagers. C'est ça, Ouais. c'est ça le cœur de tout. Je rebondis peut-être, Sandra, si vous en êtes d'accord sur ce que vient de dire Manon. En effet, le fait que la direction des établissements soit convaincue est un point absolument essentiel. On s'est aperçu, en effet, on l'a tous vécu, que si le top management n'y croit pas, ça ne marche pas. Parce que les gens n'y croient pas, ça crée un doute, et donc, bien sûr, ils n'y croient pas. L'autre point, c'est que quand même, bien sûr, elle l'a dit, il y a encore des réticences, il va y en avoir, parce que tout le monde n'y croit pas. Cela dit, le chemin parcouru en quelques années est phénoménal. Il faut quand même se souvenir, j'ai un exemple marquant pendant le Covid, je reviens toujours en effet à la pandémie parce que c'est un événement marquant pour nous tous. Au niveau départemental, nous avions distribué des centaines de tablettes à tous les établissements. Eh bien, vous n'allez pas me croire, pratiquement aucun les avait utilisés. Donc l'affaire, en effet, ce n'est pas une affaire d'outils. C'est pas une affaire d'outils. C'est une affaire, tout simplement, en effet, d'usage, que les gens aient un objectif, qu'ils sachent pourquoi l'utiliser et quel est leur intérêt côté usager, côté professionnel. Si on n'y trouve pas, en effet, on n'a pas compris l'intérêt que ça pouvait apporter, bien entendu, on n'y va pas. Et c'est intéressant lorsqu'on voit les éditeurs faire les formations sur leur outil, enfin, présenter leur outil, que ce soit pour les outils personnes âgées qui sont très différents de ceux, en effet, on n'en a pas parlé, mais de ceux qui sont dans les établissements pour les personnes en situation de handicap, où là c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus spécifique. En fait, on s'aperçoit que les gens qui sont dans la salle et qui sont pourtant des professionnels qui sont déjà dans les établissements utilisent, allez, 5, 10% en fait des fonctionnalités, voire même, dans certains cas de figure, le cas ultime, certains disent on a en effet l'outil chez nous, on ne l'a jamais utilisé. Donc il y a un vrai sujet autour en effet de l'appropriation de l'usage du numérique. Et puis en deux mots, ce sujet est absolument essentiel. En 2 mots pour répondre à ce point-là qui est absolument essentiel, il y a eu en effet en 2022 un changement total de paradigme avec l'arrivée de Mon Espace Santé, où à l'époque c'était un parcours de combattant pour avoir ses données de santé, d'avoir son dossier médical, etc., ou également dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires. Les données appartiennent aux personnes. C'est au centre des dispositifs. C'est la raison pour laquelle, par défaut, Mon Espace Santé a été ouvert, j'ai bien dit ouvert, à la totalité des citoyens, en tout cas des assurés sociaux, sauf, bien entendu, opposition. Et aujourd'hui, on se trouve avec, de mémoire, 96 ou 98% en effet des dossiers qui sont ouverts. Voilà. Après, la personne en fait l'active ou l'active pas, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, on a un taux, bien sûr, qui est beaucoup plus faible. Mais les données là-dessus, il faut vraiment que tout le monde comprenne dans le cadre de ce webinaire que c'est plus un sujet. Voilà. Le sujet est derrière nous et Dieu soit loué. Et on a fait un grand pas pour arriver à accéder à cette prise de conscience qui n'était pas tant une prise de conscience de la part des citoyens, mais plutôt une prise de conscience de la part des professionnels. Oui, c'est un sujet très sensible. C'est une réglementation quand même un petit peu différente. Un petit peu différente. Et le problème, c'est qu'il faut que les gens fassent le distinguo entre sa montre X, Y ou Z, en effet, qui nous donne le nombre de pas qu'on a fait dans la journée, éventuellement, qui va jusqu'à éventuellement des ECG, qui sont des outils qui ne sont pas des dispositifs médicaux numériques. Ce ne sont pas. Ce sont des outils de bien-être. Donc voilà, il faut bien faire le distinguo. Et en effet, là, ce sont des données qu'on nourrit. Par contre, les dispositifs médico-numériques, là, ils rentrent dans un cadre réglementaire et il n'y a pas débat et c'est sécurisé. Il faut faire un petit peu la différence et qu'il faut faire attention, en effet, à ce qu'on s'achète. Est-ce qu'on met sur le bras ou
Voilà, et ce qu'on mesure. Nous qui vous remercions pour l'invitation et merci à tous pour votre participation.